Pour débuter cet épisode, je vous invite à faire un petit voyage dans le passé et de faire appel à votre mémoire. Quand vous étiez enfant ou adolescent, vous vous êtes peut-être aventuré avec des amis dans des endroits atypiques, attirés par le frisson de l'interdit et le goût de l'aventure. Peut-être était-ce une vieille maison abandonnée, des ruines, une grotte, ou un coin perdu dans une forêt. En tout cas, c'était le genre d'expérience que vous avez évité de raconter à vos parents de peur de vous faire disputer. Aujourd'hui, avec du recul, il est possible que vous vous disiez que c'était quelque chose de dangereux, et qu'à l'époque vous aviez pris un risque. Le risque d'être victime d'un accident ou de faire une mauvaise rencontre. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est que ces aventures se sont bien terminées. Vous avez de la chance car ce n'est pas toujours le cas. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler du dramatique mystère de la grotte de Monterolier. Durant l'été 1995, l'escapade de 3 enfants dans une grotte en Normandie va tourner à la tragédie. Elle va conduire à la mort de 9 personnes en l'espace de quelques heures. Toutes sont rentrées dans la grotte, aucune n'en est sortie vivante. Près de 30 ans plus tard, les raisons de ce drame restent un mystère. Il existe une explication officielle, mais elle ne convainc personne. Erreurs dramatiques, gaz toxiques, secrets d'État, beaucoup d'ingrédients improbables qui ont transformé une simple aventure d'enfant en un drame énigmatique. Vous écoutez Mémoire sombre, le podcast du curieux, du mystère et de l'étrange. Bonne écoute. Nous sommes le 21 juin 1995. Nicolas avait 13 ans, Thomas avait 14 ans et leur ami Pierre Lampérier 14 ans vivent près de Monterolier, un petit village normand situé à 30 km de Rouen. Les vacances d'été sont sur le point de commencer, et déjà les 3 ados profitent de leur temps libre pour faire des balades en vélo à la découverte des environs. Une semaine plus tôt, ils ont découvert une grotte dans la forêt de Monterolier. Cette grotte est bien connue des habitants de la région, cela fait des dizaines d'années qu'elle sert de terrain de jeu aux jeunes des environs. Les 3 amis sont comme les autres enfants, ils n'ont qu'une envie, explorer cette mystérieuse grotte et ainsi vivre une petite aventure. Ils partent donc en forêt en début d'après-midi, ce mercredi 21 juin, à la conquête de la grotte. Tout excités, ils préviennent leurs parents. Ces derniers leur disent d'être prudents, qu'il peut y avoir des éboulements. Une des mères pense même à demander à son fils de mettre quelque chose devant l'entrée de la grotte, pour savoir où ils sont rentrés juste au cas où. Les enfants grimpent sur leur vélo et s'éloignent au loin sur une route de campagne. Le contraste est saisissant, entre la lumière et les bruits joyeux de cette première journée d'été, et de l'autre le silence et l'obscurité profonde de la grotte dans laquelle ils s'apprêtent à entrer. À 18h30, les parents commencent à s'inquiéter. Les enfants ne sont toujours pas rentrés. Ils essayent de se rassurer en se disant que l'un des enfants a certainement crevé l'un des pneus de son vélo, mais dans le doute, les 2 pères de famille décident tout de même de se rendre à la grotte. À 19h30, ils arrivent dans les bois. Ils trouvent l'entrée sans difficulté car l'un d'eux s'y est déjà rendu par le passé. Les vélos sont bien là, posés négligemment sur le sol. Face à l'entrée de la grotte, ils crient le nom des enfants mais n'obtiennent aucune réponse. L'inquiétude des 2 pères grandit, d'autant plus que la nuit commence à tomber. Ils décident de pénétrer dans la grotte, mais rapidement ils se rendent compte qu'il fait beaucoup trop sombre. L'un des pères rebrousse chemin afin d'aller chercher des lampes de poche, mais surtout pour prévenir la gendarmerie et les pompiers. L'autre père décide lui de s'engouffrer seul pour trouver les enfants. Pendant ce temps-là, les 2 mères restées chez elles décident aussi de se rendre dans les bois. Sur le chemin, elles rencontrent Gérard Duvivier. C'est un habitant du village connu pour être un spéléologue amateur qui connaît bien la région. Il propose de les accompagner. C'est le début de la soirée. L'alerte est donnée. Les pompiers volontaires du village se rendent sur place. Ils sont très vite accompagnés par des pompiers professionnels venus de Rouen. À 21h30, les secours s'organisent. 2 groupes de spécialistes sont même venus prêter main forte. Les spéléo-secours français, mais aussi le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. L'ambiance est pesante. L'inquiétude se lit sur tous les visages. Les 3 enfants et l'un des pères sont toujours dans la grotte. Dans un premier temps, les préparatifs se déroulent sans accroc. Dans la pénombre, les secours s'affairent devant l'entrée de la grotte.
Les spéléos et les pompiers installent leur matériel. Cordes, éclairage, matériel de déblaiement, tout est sorti des camionnettes dans un balai méthodique et rapide. À 23h30, deux pompiers volontaires, Dominique Petit et Christophe Martel, rentrent dans la grotte. Ils veulent faire une première reconnaissance. Ils s'engouffrent dans l'obscurité, progressent de quelques dizaines de mètres, mais au bout de quelques instants, un mal mystérieux les terrasse. Ils s'écroulent au sol. Alertés par leur silence radio, d'autres sauveteurs se précipitent dans la grotte. Assez rapidement, ils découvrent leurs collègues effondrés sur le sol. Sans attendre, ils les évacuent à l'extérieur. L'un des deux pompiers est même transporté immédiatement à l'hôpital le plus proche. En parallèle, et malgré un début de confusion générale, le spéléo amateur Gérard Duvivier se propose pour guider les secours, dans ce labyrinthe devenu soudainement bien plus dangereux que prévu. Alors qu'en début de soirée, il s'agissait seulement de retrouver des enfants égarés dans une grotte, la situation a viré au mystère. Certains pompiers sont victimes de malaise, pris de vertige et de nausées. D'autres se plaignent de brûlures aux yeux. Une odeur âcre et tenace émane des profondeurs de la grotte. La situation est totalement déconcertante. Aucune fumée ne s'échappe de la grotte et pourtant ceux qui y pénètrent souffrent de malaise. Les discussions commencent pour trouver une solution afin d'entrer sans risque. Il est question de mettre en place un système de ventilation. On évoque aussi l'idée de creuser une autre entrée pour créer un courant d'air. Des ordres sont donnés puis annulés. C'est la confusion totale. Et au final, aucune mesure n'est mise en place. Les heures passent, rien n'avance. Les différents malaises ont bloqué les recherches. Les équipes de secours ne sont toujours pas en mesure de localiser les enfants et le père de famille. Pire encore, les secours restés à l'extérieur ont perdu le contact avec certains collègues toujours dans la grotte. Dominique Petit, l'un des deux pompiers qui avait tenté une première reconnaissance avant de s'effondrer, décide d'entrer à nouveau dans la grotte, mais cette fois-ci avec un autre collègue. Pour cette nouvelle tentative, il pense ne prendre aucun risque en s'équipant tous les deux d'un masque à gaz. À ce moment-là, 10 personnes, enfants et adultes, se trouvent dans la grotte, sans que personne n'ait réussi à en ressortir. Il y a les 3 enfants, l'un des pères, le spéléo amateur et 4 pompiers. Et pourtant, contre toute attente, à 23h30, le préfet prend une décision radicale. Il ordonne l'arrêt immédiat des opérations de secours. Autour de la grotte, c'est la sidération. Personne ne comprend la situation. Les familles des disparus, effondrées, assistent impuissants au repli général. Une question est dans tous les esprits. Que se passe-t-il dans cette grotte pour terrasser ainsi les sauveteurs les mieux préparés ? On demande aux parents et aux riverains de quitter la forêt. Les heures passent sans que personne ne sorte de la grotte. Durant la nuit, aucune action, aucune opération de secours n'est mise en œuvre. 6 heures d'arrêt, 6 heures de temps perdu. Ce n'est que le lendemain matin que les opérations reprennent avec l'arrivée de l'armée. Dès l'aube, à 7 heures du matin, une première personne est retrouvée. C'est Dominique Petit, ce pompier qui s'était aventuré 2 fois dans la grotte. Il est retrouvé au sol, inanimé, face contre terre. Transporté d'urgence à l'hôpital, il fait 3 arrêts cardiaques sur le trajet et ne sortira du coma que 3 jours plus tard. Étrangement, il faudra encore attendre 7 heures pour localiser les autres disparus, pourtant situés non loin à moins de 100 mètres du pompier. Lorsque les secours parviennent enfin à les atteindre, un silence assourdissant les accueille. Les 9 corps sans vie, dont ceux des 3 enfants, gisent au sol, dans les différents couloirs de la grotte. Ils sont tous morts. La nouvelle est officialisée, le procureur annonce le décès des 9 personnes. 3 enfants, 4 pompiers et 2 adultes. Selon les conclusions officielles, ils auraient tous été intoxiqués par du monoxyde de carbone. Monoxyde qui aurait été produit par un feu allumé par les enfants dans la grotte. La concentration de ce gaz aurait été 40 fois supérieure à la dose tolérée par un être humain. L'issue de cette histoire est bien évidemment dramatique, mais ce n'est pas tout, elle est aussi enveloppée d'un épais mystère. En 1995, à une époque qu'on peut considérer comme moderne, comment a-t-on pu assister à une série de décisions menant à un tel désastre ? Les secours qui sont intervenus étaient des professionnels habitués aux situations extrêmes, et équipés en conséquence. Le risque d'intoxication au monoxyde de carbone fait partie du quotidien pour un pompier. Pourquoi durant cette nuit d'été, tout a dégénéré à ce point ? Près de 30 ans après, personne ne croit à la thèse officielle. Plus on creuse dans les détails de cette nuit, plus les zones d'ombre s'accumulent, ajoutant du mystère au mystère.
Je vais essayer de démêler les fils avec vous, mais soyez indulgents. Ces événements datent de 30 ans et étrangement, cette affaire a été reléguée aux oubliettes. Les informations que j'ai pu retrouver sont parcellaires et parfois même contradictoires. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer les différentes pièces du puzzle. Cela va du brouillard bleu signalé par des enfants près de la grotte quelques jours avant le drame, à la théorie d'une présence de zyklon B, ce gaz mortel utilisé par les nazis dans les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Commençons par revenir sur les conclusions officielles de l'enquête. Selon les autorités, les enfants auraient allumé un feu, ce qui aurait conduit à une intoxication générale au monoxyde de carbone. Cette explication pose problème. Tous les témoins présents cette nuit-là ont parlé d'une odeur âcre, tenace, qu'ils n'avaient jamais sentie auparavant. Or, le monoxyde de carbone est un gaz inodore, que l'on ne peut pas sentir. Aucune fumée ne s'échappait de la grotte. Pourtant, pour qu'un feu puisse décimer toutes ces personnes, il aurait dû être énorme. Le magazine scientifique Science et Vie avait estimé à l'époque que les enfants auraient dû brûler l'équivalent en bois de la tour Montparnasse pour produire un tel niveau de monoxyde de carbone. Mais pour rappel, ils n'étaient que 3 et très jeunes. Ils n'auraient jamais pu transporter une quantité de bois importante depuis l'extérieur, d'autant plus qu'ils étaient dans la partie la plus éloignée de la grotte. Les habitants du coin indiquent que des feux de camp avaient déjà été allumés dans cette grotte sans que cela ne pose problème. Il est important de noter que la grotte de Monterolier n'est pas une grotte naturelle. On parle ici de galeries creusées par l'homme, la hauteur y est de 3,50 m en moyenne. Tous ceux qui ont pu s'y rendre décrivent une ventilation naturelle importante. On peut y sentir des courants d'air constamment présents. Bref, cette théorie officielle est bancale. Elle n'a convaincu ni les familles, ni les experts depuis 30 ans. Autre élément troublant, le témoignage du pompier Dominique Petit, le seul rescapé de cette nuit de juin 1995. Depuis 30 ans, il répète la même chose, sans jamais varier dans son témoignage. Durant sa deuxième exploration de la grotte, il a vu des petites flammes bleues sortir du sol. Des petites flammes bleues. Elles étaient visibles sur une longueur d'au moins 40 mètres. Une observation qui a de quoi intriguer et qui ne correspond pas du tout à l'idée d'un feu de camp. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette grotte qui a pu produire un phénomène aussi étrange ? Au milieu de cette affaire, un personnage clé va mener sa propre enquête. Il s'agit du professeur Louis Soulier, un éminent biologiste et physicien. Pour cet homme de science, la thèse officielle ne tient pas la route. Dans son laboratoire, il multiplie les expériences, et peu à peu, ses recherches remettent en cause la piste d'une simple intoxication liée au feu. Une découverte interpelle le chercheur. Les appareils utilisés dans les hôpitaux pour analyser les gaz sanguins ne permettent pas de faire la distinction entre le monoxyde de carbone et un autre gaz, le cyanure. Une intoxication au cyanure peut ainsi passer pour une banale asphyxie, d'autant plus que les symptômes sont les mêmes. Maux de tête, vertiges, convulsions, arrêt respiratoire. Une intoxication sévère au cyanure peut conduire au décès en quelques minutes. Le professeur va analyser les poussières incrustées sur les vêtements et les chaussures des victimes, et ces tests révèlent une présence importante de cyanure, à des taux 2 fois supérieurs au seuil mortel. Sa conclusion est donc implacable. Les victimes n'ont pas succombé aux simples vapeurs d'un feu, quelque chose de bien plus sinistre les a frappés au sein de la grotte. Mais alors, d'où peut bien provenir ce poison qui les a décimés ? Cette présence de cyanure pousse à parler de l'histoire de la grotte. Elle a été creusée en 1944 par l'armée allemande et servait jusqu'à la fin de la guerre à stocker des munitions et des charges explosives. Or, la décomposition de ce type de matériel génère du monoxyde de carbone et des gaz volatiles extrêmement dangereux, dont le fameux cyanure. Théoriquement, la grotte avait été complètement vidée à la fin de la guerre. Mais au vu de ce qui s'est passé cette nuit-là, on peut se questionner. Un autre élément troublant qui a souvent été relevé dans cette affaire, c'est la production à une 50aine de kilomètres d'un gaz mortel, le zyklon B. Ce gaz était utilisé dans les camps d'extermination allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le zyklon B était à la base un insecticide, qui a été détourné pour être utilisé dans les chambres à gaz. Il est composé d'acide cyanhydrique qui exposait à l'air dégage du cyanure, rapidement mortel à de très faibles concentrations. Cette usine française, à proximité de Monterolier, en produisait plus de 30 tonnes par mois à la fin de la guerre. Il était ensuite envoyé en Allemagne dans les camps de concentration. Après la guerre, qu'est-il advenu des stocks présents dans cette usine ? Certaines théories envisagent qu'il ait pu être enfui discrètement dans les anciennes carrières et les grottes de la région, et peut-être dans celle de Monterolier. Dans la liste des hypothèses, il y a aussi la chloropicrine, un gaz suffocant et corrosif. Il a d'abord été utilisé comme gaz de combat durant la Première Guerre mondiale. Il est ensuite largement utilisé pendant des décennies par les chasseurs et les agriculteurs pour tuer les renards. Ce produit est interdit en 1991, pourtant beaucoup continuent alors à l'utiliser. Mais surtout, beaucoup d'anciens stocks sont devenus encombrants. Ils sont jetés dans la nature de manière sauvage et clandestine. On les enterre,
on s'en débarrasse dans des cavités a priori inaccessibles. Exposé à une source de chaleur, ce gaz devient encore plus toxique. Imaginez les ravages si un dépôt sauvage rentre en contact avec un feu de camp. Ce gaz a aussi la particularité de provoquer des œdèmes aux poumons et au cerveau. Ce n'est pas le cas pour une simple intoxication au monoxyde de carbone. Or, les rapports d'autopsie de toutes les victimes de Montérolier indiquent la présence d'un ou plusieurs œdèmes. Je ne pense pas vous avoir menti en vous annonçant que cette histoire était mystérieuse. Eh bien, accrochez-vous et écoutez bien le témoignage qui va suivre. Il s'agit du procès-verbal de 2 enfants recueillis par les gendarmes durant l'affaire. Ces enfants étaient passés devant la grotte 2 jours avant le drame, et ce qu'ils ont vu laisse perplexe. Je vous laisse en juger. Voici le témoignage de l'un des enfants. Nous étions dans la forêt, mais nous n'avions pas l'intention de pénétrer dans la grotte. Nous empruntions seulement le chemin forestier qui passe à proximité. Nous n'avons rencontré aucune personne dans la forêt ou à proximité de la grotte. Lorsque nous étions juste au niveau de l'entrée, nous avons vu qu'il y avait du brouillard au niveau du sol. Il faisait 1 mètre de haut environ. C'était une fumée de couleur bleu marine claire, voire un peu grise par endroits. Ce brouillard se trouvait devant et dans la grotte. Il y avait une odeur de combustion de bois humide, mais ça n'a pas gêné notre respiration. Nous avons commencé à sentir cette odeur avant d'arriver à l'entrée de la grotte environ 10 mètres avant. Le brouillard de couleur bleue n'était présent que dans la grotte. Mon ami peut vous le confirmer. En plus, à un certain moment, il s'est baissé pour brasser le brouillard avec sa main. C'était la première fois que je voyais ce brouillard, je n'avais jamais entendu parler de ça avant, et aucun de mes amis m'en avait déjà parlé. Je fais la différence entre de la fumée dégagée par un feu et le brouillard qui était dans la grotte. Il s'agit de 2 fumées différentes. Le brouillard était de la couleur d'un paquet de gauloises, alors que celle d'un feu est vraiment grise. Je n'ai parlé de ce brouillard de couleur bleue qu'à ma mère lors du repas du soir. Mes parents m'ont dit que ça devait être un phénomène naturel sans vraiment pouvoir m'expliquer la raison. On a donc des enfants qui vont par hasard tomber nez à nez avec un brouillard qui, je cite, est bleu comme un paquet de gauloises. Ça pousse à repenser au témoignage du seul survivant qui déclarait avoir vu dans la grotte des flammes bleues sortir du sol. On peut légitimement se demander ce qui pouvait se trouver au cœur de cette grotte. Ces différents éléments viennent conforter l'hypothèse d'une présence d'un produit toxique. D'autant plus que différents témoins soulignent un élément important. Les vêtements que portaient les enfants récupérés par les familles avaient une odeur infecte. Le pompier Dominique Petit, le seul rescapé, témoigne depuis toutes ces années que l'odeur était atroce et particulièrement tenace. À l'époque, un pompier qui avait transporté les corps des enfants avait même raconté qu'il avait dû rouler avec toutes les vitres ouvertes, tellement l'odeur était intolérable. Encore une fois, la thèse officielle ne peut pas expliquer ces différents témoignages. Les familles des victimes n'ont jamais obtenu les réponses à leurs questions. 30 ans plus tard, ils ne savent toujours pas ce qui s'est réellement passé au cœur de cette grotte maudite. Après plusieurs procès, un non-lieu a été prononcé en mai 1997. Malgré les contre-enquêtes, les nouveaux éléments troublants et les analyses de spécialistes, l'affaire n'a jamais été rouverte. Il est difficile de ne pas avoir le sentiment que certaines vérités ont été gardées sous silence. Pour des raisons obscures, les pouvoirs publics ont choisi la voie de l'omerta plutôt que celle de la transparence. Après le drame, des tonnes de terre ont été déversées devant l'entrée de la grotte, rendant son accès impossible pour un temps en tout cas. Aujourd'hui, à l'orée des bois de Montérolier, il y a 2 stèles. Sur la première, on peut y lire les noms des 9 victimes. L'autre indique l'emplacement précis où leurs dépouilles ont été retrouvées au fond des galeries. Les décennies se sont écoulées et la grotte de Montérolier conserve ses secrets. Sur YouTube, on trouve des reportages, des vidéos amateurs, de personnes qui tentent de s'aventurer à nouveau dans ces galeries maudites. Leurs images montrent d'immenses tunnels, sans la moindre trace de bois, de combustion ou de vieux bidons rouillés. Certains racontent avoir senti des odeurs âcres les prendre à la gorge. L'un d'eux affirme même « En 3 secondes, je ne sentais même plus mes jambes. J'avais la tête qui tournait, des difficultés à respirer. » Les autorités ont été averties mais n'ont donné aucune suite à ces nouvelles alertes. La grotte de Montérolier est devenue un tombeau qui attend peut-être ses prochaines victimes.